Salut, c'est Guillaume Canet. Et bah bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast des opinions discutables mais qui pourtant les assume et qui les assume toujours jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas qui les assume toujours au 7e jour de Cannes. Et oui, nous sommes toujours à Cannes, la pluie est bien présente, les orages aussi, on remercie Zeus de sa présence durant ce festival. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 films comme d'habitude, un à la semaine et de... Voilà, donc là il y a un petit orage. Je ne sais pas si ça t'entend, mais le tonnerre arrive. Donc, un premier film en semaine de la critique et puis 2 films en sélection officielle, dont Alpha de Julia Ducournau, qui est en train de diviser bien comme il faut. Mais on va commencer tout d'abord avec un film de la semaine de la critique, avec Ciudad sin Sueño de Guillermo Galloway. Alors, je ne vais pas rester très longtemps devant ce film parce que on arrive à... donc là, le festival a commencé depuis une semaine, et on arrive à ce moment névralgique, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas on arrive à ce moment où c'est la fatigue, et la fatigue, on la ressent bien durant les séances, on pique du nez, on loupe des informations, on loupe des dialogues, donc je vais être tout à fait honnête, c'est pas le film sur lequel j'ai été le plus attentif, hein. Et je suis pas le seul, hein, attention, il y a pas mal de copains autour de moi qui sautent des films et on les comprend. Néanmoins, il y a 2-3 trucs quand même que je peux vous dire, parce que je trouve que c'est pas un film inintéressant, c'est honnêtement pas un film qui a su m'accrocher, alors déjà par rapport à la condition dans laquelle je l'ai vu, mais aussi parce que je trouve que le film a un rythme très long, et en fait il va nous raconter une vie qui se passe en bidonville, et d'un point de vue d'enfant, et d'une amitié qui est sur le point de se terminer, parce que le départ de l'un va toucher l'autre. Dans ce film, j'ai déjà l'impression d'avoir des éléments que j'ai déjà vus ailleurs. Il y avait un film qui était sorti il y a 2 ans, en quinzaine des cinéastes, qui s'appelle Unvaron. Et en fait, j'ai ressenti exactement le même ennui devant ces 2 films. Alors, je dis pas du tout qu'ils racontent la même chose, mais je dis juste que ce sont des films qui ont des vibes similaires, des éléments similaires, et qui, dans ces 2 cas, m'ennuient un petit peu. Qu'on filme du point de vue de l'enfant, la question du départ, c'est pas ça qui va me déranger, mais j'avoue que je trouve que le film n'arrive jamais vraiment à m'investir émotionnellement à travers ce qu'il veut me raconter sur cette idée ce conte du départ. Le film tente 2-3 idées en termes de mise en scène. Le film va en partie être filmé du point de vue des enfants avec leur propre téléphone portable. Donc du coup, on a de temps en temps cette caméra subjective. Et l'un des acteurs principaux va utiliser des filtres, hein, pour surtout changer les couleurs. En fait, ces filtres ne servent à pas grand-chose d'autre que changer les couleurs. Je vois cette idée, et en plus c'est une idée de mise en scène qui est quand même bien mise en avant, mais je n'arrive pas très bien à comprendre ce que ça veut me raconter. Est-ce que ça veut me raconter que on t'offre un point de vue différent en disant en fonction de qui regarde une situation, on voit pas les mêmes couleurs, et donc du coup ça veut me dire que par rapport à cette situation de bidonville, tout le monde voit la question du départ et voit les conditions dans lesquelles ils vivent pas de manière différente. Peut-être, mais j'avoue, je suis assez perdu par rapport à ça. Mais par contre, ce que je vais aimer, c'est que je trouve que le réalisateur arrive à créer une vraie communauté, à créer des personnages qui sont tangibles, avec des relations qui me semblent réelles et concrètes. Je crois en cette histoire d'amitié, je crois en ces histoires de famille, je crois en ce grand-père qui fait des sacrifices impersonnels, entre gros guillemets, parce que il vend des trucs qui ne lui appartiennent pas, mais pour offrir une vie meilleure à son petit-fils. Ce sont des choses qui me plaisent, cette idée de voilà, il y a... C'est pas tant de la culpabilité, mais cette envie d'aller vers un meilleur endroit, tout en questionnant cet endroit en disant est-ce que j'ai vraiment envie de partir? Est-ce que j'ai vraiment envie de quitter mes amis, ma famille? Donc il y a tout ce patchwork qui me plaît, d'autant plus que il y a par instant une notion de conte, hein. En fait, vu que l'endroit où ils vivent des fois manque d'électricité, les rues sont éclairées à travers des feux de camp. Et je trouve que le fait qu'il y ait des feux un petit peu partout, ça instaure une ambiance un petit peu, justement, au feu du bois, où est-ce qu'on va te raconter un conte. Et donc, on peut y retrouver ça. C'est juste que, comme je vous ai dit, le film, je trouve, en tout cas, manque à m'investir totalement. J'arrive pas du tout à rentrer dans le film, mais encore une fois, je pense que les conditions dans lesquelles je l'ai vu n'ont pas du tout aidé. Donc, je déconseillerais pas pour autant le film, mais j'aurais beaucoup de mal à le conseiller. Alors que
Alpha de Julia Ducournau, qui était l'une des très grosses attentes de ce festival de Cannes, la revenante de la Palme d'Or en 2021 après Grave et Titane, nous revient sur un film qui veut nous raconter la question de l'épidémie, d'une épidémie, d'un virus qui touche plein de personnes, qui se transmet par le sang et potentiellement à travers des relations sexuelles, sur deux époques différentes, pour montrer le point de vue des gens et de comment ces personnes sont acceptées ou non en société. Bon, vous le voyez venir, hein, c'est une métaphore à peine dissimulée autour du virus du sida. Et comme je vous ai dit, c'était une très grosse attente. Qui dit grosse attente dit du coup qu'on on en ressort mitigé. Et encore, c'est une douche froide, hein, on va dire. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que le film divise. Je vais être méchant, je comprends pas trop pourquoi il divise. En fait, je n'arrive pas très bien à comprendre ce que des gens peuvent aimer à travers ce film, parce que hier j'étais mitigé, mais malheureusement là je viens de faire une liste de plein de choses qui me déplaisent dans le film, et malheureusement en fait la liste s'agrandit, et plus j'en parle avec les gens autour de moi, plus je me dis mais en fait non, ça c'est une mauvaise idée, ça c'est une question de la représentation, enfin c'est une manière de représenter du coup les personnes atteintes de sida de manière, enfin on se questionne par rapport à ça, et en fait c'est exactement ce que je veux dire, c'est que j'ai est-ce que c'est moi qui n'ai pas toutes les clés du film? Je n'arrive pas à très bien comprendre ce que Julia Ducournau essaye de raconter. En fait, déjà, que raconte-t-elle à travers ce film? Elle veut montrer que des gens qui ont eu le sida ont été du coup pointés du doigt et fuis comme la peste par d'autres. Ok, mais elle n'exploite pas. Elle exploite jamais ça, parce que ça c'est à la cour d'école. L'école, ça apparaît pas plus de 20 minutes, hein. Enfin, et dans la première partie, parce que très vite l'école disparaît. Donc, qu'est-ce qu'elle veut raconter? J'ai vu une interview comme quoi elle voulait parler de la question du trauma familial, du traumatisme familial. Alors, ça j'entends, d'autant plus que le film est axé sur une double narration, c'est-à-dire celle à notre époque et celle, alors, de pas très très loin, 8 ans avant. Donc c'est ça aussi, j'ai du mal sur la pertinence de la question de ce temps de différence. Parce que si c'est pour montrer que les choses n'ont pas évolué, c'est très peu. Et si c'est pour montrer que les choses ont évolué, c'est très peu également. Je trouve qu'il aurait fallu, enfin, déjà, il aurait fallu prendre, je trouve, une plus grande distance. Mais bref, cette double narration, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Je trouve que elle m'amène à des endroits, elle fait des jeux à travers le montage sur lesquels je m'interroge plus que je suis en train de me dire, je vois ce que tu me racontes. En fait, je n'arrive pas très bien à comprendre. Et puis, alors ça va être un petit peu fouillis, mais il y a plein d'aspects sur lesquels le film me déçoit. Déjà d'un point de vue visuel, c'est le premier truc sur lequel je vais venir. Euh, D'habitude, le visuel chez Ducournau, c'est toujours beau. Et c'est normal parce que c'est Ruben Ipens. Ruben Ipens, ou Ruben Ipan, c'est un chef-op qui est belge et qui est à l'heure actuelle un des plus doués de sa génération. Il avait fait du coup ceux de Julia Ducournau, il avait fait Animal très récemment, ou alors c'est lui qui s'est occupé de filmer l'intégralité de la carrière de Felix Van Groningen, Alabama Monroe, Mad Beautiful Boy, et son dernier, Les Huit Montagnes, que je trouve être un chef-d'œuvre et qui visuellement est super beau. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la seule raison, la seule justification que j'ai que c'est moche, j'osais pas le dire, mais en fait, je trouve ça vraiment pas beau, c'est, en fait, c'est pour nous dire, là on est dans le présent, là on est dans le passé, parce qu'il y a un changement de couleur, hein, qui va de la lumière très froide à la lumière très chaude, mais on n'est pas obligé de, enfin, je sais pas, je suis assez dubitatif par le fait d'utiliser la couleur de cette manière-là. Alors, pour montrer une différence de temporalité, pourquoi pas, mais je sais pas, je trouve que c'est criard. Et la mise en scène dans ce film, en fait, quand on veut aller dans du pathos, ou en tout cas dans te montrer que ce qui se passe, c'est grave, c'est triste, elle va te mettre de la musique, elle va te mettre des violons, et t'as Raïm, qui est pas un acteur que je déprécie, hein, qui ah putain, mais je n'arrive pas à savoir est-ce qu'il en fait des turbo-caisses ou est-ce qu'au contraire c'est une situation qui est tellement grave que du coup ça correspond à son état de santé, à son état mental, mais je suis pas du tout convaincu. Et là où je le suis encore moins, c'est au niveau des enfants dans le film, que ce soit au niveau de l'actrice principale, que je trouve que on lui donne
elle a pas beaucoup de matière, et même je trouve que au niveau de la direction d'actrice, c'est un peu aléatoire. Et du coup, les collégiens, parce que oui, elle a 13 ans, et ça, j'ai vu que certaines personnes ont oublié parce que j'ai l'impression que le film lui-même ignore, enfin, oublie un petit peu qu'elle a 13 ans, c'est que je ne crois pas du tout en ces personnages. Que ce soit dans la manière dont ils parlent, dans la manière dont ils pensent et dans la manière dont ils agissent, il n'y a aucun collégien qui agit de cette manière. Ces collégiens n'existent pas. D'autant plus que les dialogues, pour certains, ils sont très écrits, et certains, ce sont des dialogues de films. Ce sont des dialogues où tu sais que c'est un film, tu sais que c'est pas des personnages qui parlent comme ça. Et je trouve que ça me sort du film à chaque fois. Euh, je regarde, c'est lent. C'est extrêmement lent aussi comme manière d'avancer. Et puis, euh, là, tu vois, c'est des points en mode je trouve ça pas bien, nanani, nanana. D'un point de vue représentation, là encore, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que il y a une manière dont elle a de montrer les personnes atteintes du sida. Euh, donc, bon, il y a un certain misérabilisme, mais par instant, c'est une foule de zombies. Par instant, c'est des freaks. Euh, et c'est pas montré du point de vue de la société. Parce que si c'est du point de vue de la société, ça va. Il y a des scènes, par exemple, des scènes dans des salles d'attente où ça fonctionne. Le point de vue de la société, on arrive à la comprendre. Voilà. Là, on est du point de vue d'un notre personnage envers un autre, des personnages qui sont censés être, entre guillemets, sensibilisés ou en tout cas touchés par le sujet. Donc je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi elle filme de cette manière, qu'est-ce qu'elle veut raconter à travers ça. Aussi encore un autre aspect, vous inquiétez pas, il y a un aspect positif qui arrive sur le tard, mais aussi un autre aspect, c'est Julia Ducournau. Alors Julia Ducournau qu'on a associé au body horror, ce qui est le cas, c'est du body horror un petit peu autorisant, c'est-à-dire on va en avoir mais pas énormément. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, dans le body horror qu'on a eu à Cannes, c'était The Substance. Alors là, c'était d'une générosité sans pareil. Ducournau, ça a toujours été par petites touches, c'est-à-dire qu'on fait monter en tension jusqu'à paf, une scène où le body horror est hyper bien exploité. Titan, c'était quelque chose qui faisait très vite au début, sur la fin, et ensuite un gros ventre mou que j'arrivais à apprécier. Euh, Là, la viscéralité, elle est bien absente parce qu'en fait, elle symbolise la question du virus du sida à travers un virus qui rend les gens de marbre. Voilà, ils deviennent du marbre. Euh, bon, bah, du coup, le point positif, c'est que je trouve que ça permet de faire un contraste et un lien entre à la fois la manière dont les gens observent les personnes qui sont atteintes du sida et le fait d'utiliser un matériau entre guillemets noble. Euh, alors, pourquoi elle l'utilise? Est-ce que c'est pour dire, mais ce sont de bonnes personnes quand même? Enfin, je ne sais pas, mais enfin, le fait d'utiliser du marbre, je trouve que ça permet juste d'avoir un contraste. Après, est-ce que ça permet d'aller plus loin? J'ai pas tant l'impression, mais en tout cas, oui, voilà, il y a une notion de contraste à travers ça. Bref, euh, dans ce truc de marbre, il y a du coup le corps qui change, qui est marqué littéralement à travers ce changement. Il y a une scène où je trouve que ça fonctionne bien. Les maquillages sont bien réussis, je trouve, et on arrive à ressentir ce côté organique, notamment à travers le dos d'un des personnages principaux, où notre personnage va se mettre à gratter, gratter, gratter pour essayer de voir un petit peu l'ampleur de la plaie. Et cette plaie va se fracturer à un moment. Cette fissure change. On était sur de l'effet pratique, on passe sur de l'effet numérique. Ça ne passe pas. Je trouve que ça ne passe pas. Et cette question de viscéralité qui est très peu exploitée, alors que le film commence par des inserts, commence par un rapport à la peau, donc il y a une promesse, d'autant plus que si on le rattache au cinéma de Ducournau, il y a une promesse également. Bon, bah la promesse s'envole très vite. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui a très peu de choses pour lui. Et encore, j'ai à peine exploré la question de la représentation du sida, mais je sais que des collègues autour de moi ont détesté la question du sida. Pour être tout à fait honnête, en fait, même si maintenant ça paraît évident que ça parle du sida, je ne l'ai pas saisi de suite. Donc il y a certains aspects où j'étais pas choqué. Effectivement, quand je me refais des images dans ma tête, waouh, en fait, c'est la question, je suis pas sûr, parce que ça m'étonnerait sincèrement que Julia Ducournau ait voulu représenter le sida de manière crade, sale, misérabiliste. Ça m'étonnerait que ça soit comme elle est pensée, mais du coup, pour lui laisser le bénéfice du doute, je dirais que c'est un film plus maladroit que
malhonnête ou en tout cas discutable d'un point de vue politique. Après, ça reste discutable, mais c'est très maladroit et aussi très décevant. Donc voilà, et alors, comme je vous dis, le film divise. Il y a des gens qui ont été extrêmement sensibles par le récit, la tristesse du récit. Moi, comme je vous dis, en fait, vu que en termes de représentation, c'est très limite et que le film en fait des turbo-caisses et donc me sort à chaque fois, ça n'a pas du tout accroché. Donc, ouais, du coup, le alpha là, je le vois mal repartir avec quelque chose et surtout, je le vois mal arriver à toucher malgré les derniers retours en séance gala. Bref, je suis resté trop longtemps sur Alpha, je vais vous quitter en parlant quand même d'un bon film. Enfin, il est là, je vais vous parler de Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Tariq Saleh, je l'avais découvert avec Le Caire confidentiel, un film néo-noir qui avait une forme très classique mais qui savait l'investir au niveau à la fois des décors et au niveau de ce système. Alors je crois de souvenir c'était système politique égyptien, mais en tout cas le système égyptien, où notre personnage principal en tant qu'enquêteur, comme dans un film noir, où notre personnage principal gravait les échelons. Pareil, le Caire confidentiel, cette histoire un petit peu, le nom de la rose islamique, comme certains le disaient, sur justement cette conspiration qui a lieu sur qui va être le nouveau imam. Il y avait quelque chose qui me plaisait énormément dans ce premier film. Et surtout, c'était deux films qu'on pouvait dire des films noirs. Et donc là, il arrive et il se joue de nous. C'est un faux film noir. Il n'y a pas d'enquête. Et en fait, pour moi, la grande réussite de ce film, qui donc raconte l'histoire d'un acteur de cinéma qui n'est pas, qui porte pas forcément le gouvernement dans son cœur, mais qui, pour continuer à faire de l'art, va devoir se plier à sa volonté en étant en contradiction avec celui-ci. En fait, le gros point fort du film, c'est déjà Fares, qui est un acteur fantastique et qui retrouve Tariq Saleh. Alors pour moi la troisième fois, mais peut-être qu'ils ont eu d'autres collabs ensemble, mais il arrive tellement bien à le diriger. Et donc Fares est un personnage passif. Et ça change tout. Et en fait, à travers ça, même si mentalement il est en contradiction avec le gouvernement, et qu'il en parle en disant oui en fait on devrait je comprends pas, moi je suis athée, je trouve que le gouvernement il a trop de poids, moi je suis pas d'accord au fait qu'on doit changer le film par rapport au gouvernement. Et ben il est passif face aux agissements du gouvernement. En fait il se soumet tout le temps à ce que le gouvernement va lui dire, parce que tu vois, faut bien manger, il y a comme une sorte d'épée de Damoclès autour de lui, c'est-à-dire que s'il fait le moindre faux pas, il peut tomber, il peut être assassiné, mais à aucun moment il va se ranger du côté de la résistance, entre gros guillemets. Il n'y a pas vraiment de résistance, mais il y a des gens qui sont en opposition face au gouvernement. Il va toujours se ranger du côté du gouvernement. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, ça nous montre un personnage qui est complexe, ça se joue de lui, il y a une pointe d'ironie, c'est un objet de raillerie pendant toute une première partie du film, sur la manière dont il s'adapte en faisant des films, comment, face au maquillage, on lui dit ah non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu correspondes ça, faut pas que tu cries trop, faut que tu sois plus calme, jusqu'à atteindre un certain point. En fait, ce personnage est central et donc est la clé du film sur ces gens qui gardent le système tel qu'ils sont, parce que même si c'est en opposition, ils s'y soumettent et ils vont, même s'ils sont en désaccord, ils s'y soumettent. Alors d'un côté, ça te montre que c'est un système qui est très compliqué à changer, mais de l'autre, ça te montre aussi ce manque de volonté qui est évident à travers ce personnage, qui n'est que actif, qui se soumet. Et attention, pas que au niveau de ça, même dans l'histoire, dans ses relations avec les autres, il n'est actif que dans un seul cas, quand il veut coucher avec des femmes, et encore le film te le montre comme étant impuissant, enfin jusqu'au bout, c'est un personnage qui est passif et qui ne fait pas grand-chose de lui, de son corps, de ses pensées, ça reste plat. Et donc, par rapport à ça, Tariq Saleh reprend cette question de l'ordre établi qu'on ne peut pas changer, et que l'enquête va nous mener à une sorte de fatalisme en mode on va avoir des ficelles, on va avoir l'envers du décor, mais ce décor ne va jamais changer, ou en tout cas s'il change, il change par le chef d'éco copain. Pas sûr de la métaphore, mais au moins vous comprenez l'idée. Mais bon, là du coup je vous parle au niveau de l'écriture, de comment c'est montré. Au niveau de la mise en scène, je trouve que encore une fois, il s'en sort très bien. En fait, il arrive à créer des moments de tension, des moments où justement cette épée de Damoclès dont je vous parlais, qui fonctionne quand le film instaure quelque chose en disant attention, là notre personnage est en danger, t'y crois.
Je trouve que sa mise en scène n'est pas particulièrement tape à l'œil, en tout cas moins que peut-être son précédent, mais elle est efficace. Et je trouve que c'est un bon point, le fait de ne pas avoir surstylisé son film, mais de rester sur l'efficacité pour justement sur une certaine sobriété, voire une simplicité, parce que c'est efficace. Et son efficacité, c'est la grande force du film également. Voire à certains instants, il arrive à nous oppresser totalement et à nous perdre comme son personnage principal, qui est encore une fois, de par son côté passif, est spectateur de ce qui se passe, mais n'est jamais dans l'action. Donc on subit l'action plus qu'on l'a créée. Et donc la mise en scène va accompagner cette idée-là. Si je devais rajouter 2 choses, premièrement, il y a le film Beau Travail qui est mentionné au tout début du film et qui dit « Waouh, c'est vachement bien ». Bah, je suis d'accord, d'autant plus que Beau Travail parle également de cette question de comment le système, l'ordre établi peut écraser les gens et une sorte de face-à-face qui finalement se finit mal. Mais au passage, voilà, Beau Travail de Claire Denis, un pur chef-d'œuvre, il faut absolument voir ça. Donc je trouve ça content et en plus ça va avec du coup l'idée et le propos du film. Par contre, je trouve que les personnages féminins sont mal écrits, ils ne servent pas à grand chose, pas toutes en tout cas, surtout le personnage de Lina Kundry qui, en fait, je suis désolé, elle ne sert qu'à une chose, à montrer qu'elle a l'intérêt amoureux mais surtout sexuel de notre personnage principal. Son personnage n'amène pas à grand chose, elle est filmée quasi constamment dans la maison, quasi constamment dans la chambre, et quasi constamment que pour des scènes de sexe ou évoquant le sexe. Je suis plutôt déçu. Ensuite, les autres personnages féminins s'en sortent un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'elle, elle a pas eu le mieux pour son histoire, donc je trouve ça un petit peu décevant. Voilà, c'était 2 films, un film mitigé, un film très décevant et un film vachement bien, parce que oui, c'est vrai, je ne l'ai pas trop dit, mais Les Aigles de la République, c'était vachement bien. Nous, on se retrouve demain pour la masterclass de Chabat et le Serebrennikov, bien sûr, et ensuite un autre film, mais que j'attends pas du tout, donc nous verrons bien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à la team de réaliser Sans Trucage. J'ai vu qu'ils venaient de nous partager, donc il y a peut-être des gens parmi vous qui viennent d'ici. Et installez-vous bien. On espère que ce nouveau podcast que vous venez de découvrir vous plaira et que l'équipe qui n'est pas avec moi ici à Cannes vous plaira également. Si vous êtes à Cannes, profitez bien de ce festival. Allez voir Amélie et la métaphysique des tubes. Malheureusement, cet épisode sortira après sa diffusion. Mais il y a encore quelques diffusions qui arrivent dans la semaine. Donc si vous pouvez aller voir Amélie et la métaphysique des tubes, c'est une petite merveille. Je sors de l'interview d'ailleurs. Interview qui sortira dans 1 ou 2 semaines grand max. Et puis voilà. Des bisous, allez voir des films et on se dit à demain. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.